Bonjour Jean-Raymond Hugonnet. Bonjour. Sénateur de l'Essonne, Oui. Membre de la Commission des Finances. Absolument. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'aborder 3 sujets. Le premier, c'est la libre administration des communes. Le deuxième, c'est le zéro net artificialisation. Et le dernier, la réforme de l'audiovisuel. Alors, le premier sujet, avant d'aborder, comment se porte le Sénat aujourd'hui? Le Sénat se porte plutôt bien comme une instance qui est dite de sagesse, en tout cas d'équilibre et de stabilité. Et on en a bien besoin par les temps qui courent. Donc voilà, le Sénat est au travail comme d'habitude et essaye d'assurer cette stabilité puisque c'est sa fonction. Qui a joué pleinement son rôle pendant le tumulte qu'on a connu? Oui, qui a joué pleinement son rôle, même si de façon assez claire, j'ai voté contre le budget 2025. Et pour des raisons évidentes, c'est bien entendu, il fallait se doter d'un budget, oui. C'est clair, mais ce n'est pas un budget qui correspond aux nécessités que réclame la situation. C'est ce que nous allons voir dans les sujets qu'on oui. va aborder tout à l'heure. La libre administration des communes, c'est quand même le garant de l'autonomie locale, le principe fondamental des communes, de la création même des communes. Est-ce qu'il y a péril en la demeure aujourd'hui? Ah, il y a péril en la demeure, ça c'est très clair. Il y a péril en la demeure parce que tout simplement, ce document qui s'appelle la Constitution de 1958, oui. Alors moi je suis du millésime, 1958, c'est peut-être pour ça que j'y suis tellement attaché, oui. Mais l'article 72 qui fonde la libre administration des communes est copieusement, sympathiquement, systématiquement bafoué depuis des années. Sans que d'ailleurs ça émeuve beaucoup le Conseil constitutionnel, voilà, donc je ne vais pas non plus aller jusqu'à dire le manque de compétences, quoique l'actualité fait qu'on peut toujours en discuter avec ce qui s'est passé aujourd'hui, mais voilà. Concrètement, ça veut dire quoi pour ceux qui nous regardent? La libre administration des communes, ça veut dire qu'aucune collectivité ne peut imposer à l'autre ce qu'elle veut. Voilà. Très bien. Et on n'entend pas collectivité? Ben, collectivité, d'abord les collectivités qu'on appelle de plein exercice, que sont les communes, les départements. Les intercommunalités ne sont pas des collectivités de plein exercice. Voilà. Donc aujourd'hui, ce à quoi on assiste, le pouvoir, quel qu'il soit, puisqu'il soit de droite et de gauche, et l'affaire a commencé il y a bien longtemps, transfère ce qui est des compétences majeures à la région et aux intercommunalités, aux dépens des départements et des communes. Qui sont les collectivités de plein exercice et qui sont le socle de notre République. Et ça, on sent bien que c'est une volonté de la haute fonction publique et de l'État, des gouvernements successifs. Parce que l'affaire a commencé bien avant le président Macron, mais lui-même a accéléré. Il a même porté atteinte très fortement aux collectivités en supprimant la taxe d'habitation, ce qui était d'un point de vue électoral absolument génial, mais qui s'est avéré, et on le mesure aujourd'hui, une catastrophe pour les communes. Alors, la taxe d'habitation, mais quelles autres compétences sont transférées à la région qui auraient dû, par exemple, ou à d'autres, aux intercommunalités, et qui aujourd'hui sont... Alors, sans parler uniquement des compétences, oui. Parce que là on va arriver sur des choses assez complexes ou autres, mais on a vu qu'au moment de la création des communautés de communes et d'agglomérations, la compétence développement économique, la ville principale, a été transférée aux intercommunalités et aux régions. D'accord. Voilà. Mais je prends le dernier exemple. Et on dépouille complètement la commune de cette... C'est pas qu'on la dépouille, on lui dit ce n'est plus votre compétence. D'accord. C'est géré au niveau intercommunal ou au niveau régional, mais la réalité de terrain et la réalité des entrepreneurs qui sont dans une commune comme la mienne, comme Limours, comme Longjumeau, que tu connais bien, eh bien, on s'adresse à qui? On s'adresse au maire. D'abord, et avant toute chose. Voilà. Alors, un autre exemple, puisque c'est l'exemple en date, il est dans le budget 2025 qui a été voté, et c'est la raison principale pour laquelle je n'ai pas voté ce budget, j'ai voté contre, c'est que le dispositif d'illico est un dispositif qui vient capter une somme d'argent qui est séquestrée
au niveau de l'État, pour améliorer les comptes de l'État. On séquestre sur 59 communes de notre département. 59. Pour une commune comme la mienne, Limours, 6600 habitants, c'est 30 000 euros. Plus de 30 000 euros qu'on séquestre. Et l'État nous dit, on va nous rendre sur 3 ans 90% de la somme. Aujourd'hui, vous dites ça à un cheval de bois, il vous donne un coup de pied. Voilà, plus personne ne croit à ça. Et c'est une mise en coupe réglée des communes de façon manifeste. Donc aujourd'hui, disons-le sans langue de bois, c'est au biais, au travers de l'outil financier que l'État rogne petit à petit. Bien sûr, l'État prend de l'argent dans les seules collectivités qui sont bien gérées, c'est-à-dire puisqu'on nous oblige à voter les budgets en équilibre, dans les communes et les départements, notamment. Les départements, eux, n'ont aucune dynamique fiscale. Plus aucune. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de recettes plus importantes. Au contraire, elles sont à la baisse. Et l'État leur, passez-moi l'expression, leur colle des responsabilités, notamment sociales, tous les jours, un peu plus. Qui n'arrive pas forcément. Le RSA, par exemple. Le RSA, entre autres. Voilà, pour la libre administration des communes, c'est un principe fondamental constitutionnel. Il est bafoué tous les jours. L'autonomie financière des communes, c'est quand même le pilier de cette libre administration. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont les mesures éventuelles qu'on peut proposer pour retrouver cette libre administration des communes? Retrouver, avant même de prendre des mesures, il faut que la volonté soit partagée. Aujourd'hui, elle ne l'est pas. La volonté partagée. On ne sent pas de la part de l'État. Jamais notre pays n'a été autant recentralisé que depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron et le second dans lequel nous sommes actuellement. Jamais autant. On parle énormément de décentralisation. C'est comme la simplification. Plus on en parle, moins on la fait. Dès qu'on en parle, je suis aux abris parce que je sais que derrière, ce qui va sortir sera encore plus compliqué qu'avant. Ça, c'est simple à comprendre. Et alors, une commune, c'est aussi pour dialoguer avec les citoyens. On met en place une participation démocratique. Cette libre administration des communes, elle va apporter quoi dans la vie, dans l'administration, pour les citoyens? Alors, elle apporte des moyens. Ou je dirais mieux, qu'est-ce qu'elle arrache aux citoyens aujourd'hui? Elle n'arrache rien aux citoyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne connais pas une équipe municipale qui peut entamer un projet sans être passé d'abord par les urnes. Parce que je rappelle que les élus locaux ne descendent pas de Saturne, mais ils passent par des urnes, voilà, et qu'à chaque mandat, on remet son mandat en jeu si on le souhaite ou on ne se représente pas, mais voilà, on n'est pas élu de droit divin. On est élu parce que, justement, on est passé devant des élections sur la base d'un projet qu'on a présenté à une population, et puis ensuite, ce projet, il faut être capable d'expliquer aux gens, d'abord, dire ce que l'on fait, et faire ce que l'on dit. C'est un principe très simple. Et puis, par les temps qui courent, qui sont compliqués, quand on ne peut pas le faire, pour des raisons diverses, parce que l'État vous prend de l'argent, parce que vous n'avez plus de taxes d'habitation, parce que l'inflation, parce que... Voilà, d'expliquer aux gens, on va essayer de le faire, on avait prévu de faire en 2, 3, 4 ans, il va falloir 6 ans, pourquoi on ne peut pas le faire? Pourquoi les choses changent aussi? Ce n'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre, mais ça, il y a à la fois imposé par la loi et imposé par les principes de démocratie politique, d'aller devant la population, au devant de la population, et d'expliquer les choses et de dialoguer avec la population. Ça, c'est... Alors, si je me fais l'avocat du diable, je dis, mais donc si on ne prend rien, et que c'est pour eux qu'on fait toute cette administration centrale, cette administration, le lapsus, alors pourquoi on se bat pour que les communes restent autonomes? Alors, qu'elles restent autonomes, entendons bien. Je ne suis pas en train de vanter le fait que ça soit une armée mexicaine, les communes, que chacun fasse n'importe quoi dans son coin. Non, il y a un cadre institutionnel qui est nécessaire, mais il y a un moment, il faut pouvoir laisser les communes décider localement de ce qu'elles vont faire. Ça va croiser avec un sens de la transition qui n'a d'égal que notre bonhomie, ça va croiser la question suivante que tu as évoquée. Parce qu'on est dans le mille. Je voudrais conclure cette première partie en posant une question qui me semble peut-être pas si évidente que ça pour tout le monde. Est-ce que ce n'est pas le biais des normes et des contraintes que l'État fait main basse aussi sur cette libre autonomie des communes? De tous côtés. De tous côtés.
bien évidemment, il y a l'aspect budgétaire que l'on ressent, puisque si on n'a pas de budget, on n'a pas de moyens. Mais partout ailleurs, les normes, les réglementations, tout cela fait que notre champ de responsabilité est totalement réduit, y compris sur les investissements, puisqu'aujourd'hui, c'est de façon très insidieuse, ça s'est fait au fil du temps. Le premier contributeur au budget des communes, c'est l'État. Pas la DGF. La DGF, d'autres dotations. Donc, de plus en plus, nous dépendons de l'État. Quand on a retiré la taxe d'habitation, c'était caricatural, puisqu'on nous a dit on va vous compenser. Donc c'est un nouveau l'État. C'est l'État. Non seulement il l'a compensé, mais forcément il l'a compensé en temps réel. Mais avec l'évolution, l'inflation et autres, nous perdons de l'argent. C'est aussi simple que ça. Donc financièrement, et ensuite avec les normes. Et ce qui est pire encore maintenant, c'est que l'État accorde de nombreuses subventions. On invente des noms, le fonds vert, petite ville de demain, centre-ville ceci, machin. Il n'y a plus d'argent, tout ça est financé à coup de déficit, ce qui fait qu'aujourd'hui ce n'est plus finançable. Oui. Et on vous dit, alors qu'on vous donne de l'argent, on vous dit, eh ben là, il faut l'investir dans tel domaine, parce que vous n'êtes pas assez grand pour décider vous-même. Donc nous, voilà. Donc l'argent est tracé, et la libre administration en prend encore une fois un coup, et le maire se retrouve à être uniquement presque un agent de l'État. C'est tout. Alors que nous, on demande qu'on laisse de la latitude aux agents de l'État dans les départements, qui s'appellent les préfets, avec les maires. Et encore une fois, c'est pas l'auberge espagnole où on va faire n'importe quoi. C'est sous contrôle du préfet. Les préfets connaissent les départements. On l'a bien vu au moment du Covid. Le couple préfet-maire a été mis en majesté. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui savent ce qu'ils font, qui connaissent les territoires et qui sont directement en proximité. Voilà ce qu'on demande. C'est simple. Je vais conclure sur cette première partie en posant la question suivante. Quelles sont les priorités législatives ou réglementaires, encore une fois, à mettre en œuvre pour renforcer cette libre administration des communes? Ou alors, quelle démarche vous préconisez? Parce que finalement, est-ce que vous arrivez à réunir autour de vous suffisamment de sénateurs, d'élus locaux pour porter cette... Le problème est plus compliqué que cela. Je l'ai dit, il faut d'abord une volonté politique au plus haut niveau. Aujourd'hui, elle est absente, et c'est même une volonté contraire qui est en marche. Donc il faut une réelle volonté pour pouvoir, dans un premier temps, ce qu'on appelle l'inertie. C'est-à-dire quand vous avez un train qui est lancé, un TGV qui est lancé, et c'est le cas, vous ne pouvez pas l'arrêter en 10 mètres. Donc la première des choses, s'il y a la volonté du pilote du TGV de stopper, déjà mettre le frein. Donc déjà stopper cette propension depuis des années à passer par-dessus les communes, à les mettre en coupe réglée et les départements. Ça, c'est la première chose, la volonté. Ensuite, on pourra parler législatif. Parce que il se prend beaucoup trop de lois qui sont confuses, qui sont mal écrites et qui sont quasiment inappliquées, puisqu'elles n'ont des fois pas de décret, voilà, ou alors tout simplement inapplicables. Vous avez des lois et puis ensuite elles ne sont pas appliquées. Donc, dans ce cas-là, je n'aime pas parler de retour en arrière, mais de retour à ce qui n'aurait jamais dû être de ce dont on n'aurait jamais dû dévier, c'est-à-dire l'esprit de la Constitution, clairement. C'est une chance pour la France d'avoir nos communes. C'est une grande chance. Les gens disent, oui, à un moment, c'était à la mode de dire, en Allemagne, les Länder, machin. Non, la France n'est pas l'Allemagne. Et en France, et on l'a vu au moment du Covid, en période de crise, c'est une chance capitale d'avoir des communes qui ne coûtent pas de l'argent à l'État, mais qui en rapportent. Parce que si les 500 000 élus locaux devaient être payés à la hauteur de ce qu'ils font, s'il fallait mettre des fonctionnaires à la place, croyez-moi, le pays ne tournerait pas... Voilà, ça ne serait pas la même chose et ça coûterait beaucoup plus cher. Merci Jean-Raymond sur cette première partie, à savoir donc la libre administration des communes qui s'appuie sur la Constitution de 1958. L'article 72. L'article 72 de la Constitution et le programme, disons, l'ambition, c'est de revenir
tout simplement à cette constitution et ne pas en démon. Voilà. Avec une volonté politique qui doit venir de là-haut. Oui. Et que derrière, mobiliser les élus locaux, les sénateurs. Ah, ils le sont, ils le sont. Pour pouvoir retrouver un chemin qui soit conforme à nos institutions. Voilà. Merci. Jean-Raymond Hugonnet, sénateur de l'Essonne, merci de nous recevoir. Nous avons abordé tout à l'heure la libre administration des communes, qui s'appuie sur l'article 72 de la Constitution de 1958. Et là, nous arrivons encore une fois dans une réglementation. Sauf si je n'ai pas tout compris, c'est quoi le zéro artificialisation nette? Alors, c'est plusieurs choses, mais avant tout, c'est l'exemple type de ce que notre pays produit actuellement, est capable de produire actuellement. Je m'explique. Une volonté partagée massivement par à la fois les Français, les élus, locaux, nationaux, autres. C'est de dire, il faut que l'on soit économe de la consommation foncière dans le pays. Voilà. Qu'on arrête de s'étendre, parce que sinon on finira un jour où... Voilà. Donc, ce simple principe, au moment où la question environnementale, ou la question de la transition écologique est tellement importante, tout le monde l'a bien compris, cet objectif est partagé. Maintenant, comment on l'atteint? Eh bien, le réflexe est très clair. Le réflexe de l'État, et encore une fois, quelle que soit sa tendance politique, puisque ce sont des tendances marquées, on va pondre des normes. Et on va pondre ce truc-là qui s'appelle le zéro artificialisation nette. Et au lieu de le faire intelligemment, en essayant de demander, de différencier selon les territoires, parce que Longjumeau n'est pas Chamonix, Chamonix n'est pas Biarritz, Biarritz n'est pas Nice. Bon. Eh bien non, on décrète d'en haut quelque chose qui doit s'appliquer partout. Sur tout le territoire. Sur tout le territoire. Donc, je prends cet exemple-là parce qu'il a été le plus emblématique de cette imbécilité. Une loi est contenue dans une autre, en l'occurrence. Le zéro artificialisation nette, on s'aperçoit du côté de Toulouse que l'entreprise Airbus, qui a des perspectives de développement très importantes, avec notamment des bâtiments qui doivent s'implanter, en vertu du zéro artificialisation nette, ne peut plus s'agrandir. On s'en aperçoit après coup. C'est un cas réel. C'est un cas réel, sur lequel le ministre de l'époque, Christophe Béchu, a tout de suite été bien conscient de l'affaire, parce que c'est remonté. Et donc il a dit, non, non, on va changer ça. Mais le coup était parti, c'est-à-dire que, rendons-nous bien compte, ce qui a été fait par des gens très intelligents, mais qui n'ont aucune conception de ce que c'est que d'être un élu local, confronté à ça, avait été capable de pondre des normes pareilles. Donc, au bout d'un moment, bien évidemment, quand on demande à l'administration de mettre en pratique quelque chose qui est mal écrit, même si l'objectif est bon, mais qui est mal écrit et qui est stupide, eh bien on tombe devant le mal de ce pays. Il y a un débat dogmatique avec des gens qui défendraient le monde et la terre entière, et puis ceux qui seraient de vils capitalistes, consommateurs d'espace. On a essayé de cliver, et là, dès qu'on clive, c'est très attrayant, parce que tous les débats, ben, les gens vont s'insulter, vont se crêper le chignon, ben, pas moi, hein, mais voilà. Donc ça, c'est une stupidité. On est en train de revenir là-dessus. Une question quand même. Oui. Est-ce que ça voudrait dire que dans cette loi, il n'y avait rien de positif ou... Ah non, bien sûr. Je l'ai dit tout à l'heure. L'objectif est partagé. Bien entendu. Et quel est-il concrètement? Pour le commun des mortels. L'objectif, c'est de nous pouvoir dire on arrête de créer aussi
des zones d'activité ou des zones industrielles en mangeant sur le terrain agricole, je caricature, mais c'est ça. On ne peut pas, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, en périphérie de nos villes, on poussait des zones commerciales partout, et puis aujourd'hui, on est obligé de faire un projet cœur de ville parce qu'on s'aperçoit que les commerces de centre-ville meurent. Il ne faut pas s'en étonner. Il y a aussi quand même les inondations. Vous qui l'avons vécu, bien sûr, c'est que si on artificialise trop, la terre n'absorbe plus l'eau et qu'il y a des inondations. On est d'accord, mais quand une ministre très intelligente, Madame Wargon à l'époque, ose dire que le rêve des Français, c'est de ne pas avoir, c'est pas obtenir un pavillon pour être avec sa famille, voilà, et qu'il faudrait s'entasser dans des tours, cette dame-là, pour intelligente qu'elle est, ne connaît pas notre pays, tout simplement. Bien évidemment qu'on ne va pas construire des pavillons à la Défense, ça on le comprend aisément. Vous voyez, mais à Limours, en Hurepoix ou à Tarascon-sur-Ariège, on ne va pas construire verticalement, même si intelligemment ça peut s'expliquer. Il faut quelque chose tout simplement d'adapté. Or, ce n'est pas adapté. Donc, ce que l'on est en train de faire au Sénat, c'est de modifier cette loi, voilà, par un dispositif qui s'appelle le dispositif TRACE, et on est en train d'essayer de trouver les moyens, et on va y parvenir, de garder cet objectif d'être économe en consommation d'espace, mais sans faire n'importe quoi. Donc, l'idée, c'est d'arriver à respecter le principe et l'objectif, tout en laissant une latitude, encore une fois, aux élus locaux pour prendre les bonnes décisions. Dernier petit exemple, la plus petite commune de l'Essonne s'appelle Châtillon-Ville. Il y a entre 68 et 70 habitants. Pour certains, ça peut paraître ridicule. Pour d'autres, non. Quand on connaît l'endroit, croyez-moi, c'est pas ridicule. D'abord, si on rencontre le maire, on va apprendre beaucoup de choses sur la vie. D'abord parce qu'il est un agriculteur et qu'il sait ce que ça veut dire de travailler la terre, lui. Et que d'autre part, lui, on va lui interdire, il y a un terme technique qui n'est pas très beau, qui s'appelle les dents creuses. C'est-à-dire à l'intérieur d'un ensemble un petit peu aggloméré, vous avez un ou deux terrains qui se retrouvent enclavés, sur lesquels personne ne va venir cultiver, et personne ne cultive aujourd'hui. Quand vous y passez, il y a des herbes folles comme ça. Eh bien, le ZAN, zéro artificialisation nette, lui interdirait de construire 2 ou 3 pavillons, vous voyez ce que je veux dire, pour accueillir des familles. Il faut savoir qu'au moment du Covid, j'en parlais tout à l'heure, qui a changé fondamentalement la façon de vivre des gens, eh bien, là où des maires avaient 4-5 petits lots encore à construire, il aurait fallu 10 ans pour qu'il y ait des acquéreurs. Ah ben là, bizarrement, au moment du Covid, les terrains sont partis beaucoup plus vite. Très vite. Vous voyez, donc, zéro artificialisation nette, c'est la technocratie qui est très puissante en France, et très intelligente, mais qui peut pondre des choses pareilles. L'objectif, nous le partageons, il faut trouver dans chaque département une façon plus souple, avec des objectifs, d'y parvenir. Un peu comme ce qui a été fait dans le cas du PLH, par exemple, où on a des objectifs départementaux et modulés en fonction des communes. Voilà, exactement. Exactement. C'est un peu un modèle qui a bien fonctionné, puisque aujourd'hui tout le monde construit, il n'y a pas eu de contrainte majeure. Quand on dit tout le monde construit, aujourd'hui on est en pleine crise du logement, et très clairement les programmes sont à l'arrêt partout. C'est une crise qui est très, très, très complexe. Et alors, j'ai pas entendu la démarche, parce que c'est vrai qu'il y a des objectifs, il faut revenir à quelque chose de plus local, mais comme l'administration est très puissante en France, on ne se lève pas comme ça pour changer cette démarche-là. Quelle est la démarche que Jean-Raymond Hugonet préconiserait pour faire avancer ce sujet-là? Jean-Raymond président. Non, pardon, mais il faut jamais dire jamais. C'est bien ce que je viens de dire. Non. C'est pire que ça. C'est pire que ça. Pourquoi? Parce que l'administration elle-même de l'État, ce qu'on appelle des services déconcentrés de l'État, dans les départements, ne sait plus à quel sein se vouer. Exactement. Parce qu'autant de ministres, autant de réformes. Et comme les ministres ont tendance quand même à être une denrée qui n'est pas rare, voilà, on n'y comprend plus rien. Je prends un exemple qui n'a rien à voir avec le zéro artificialisation nette, c'est l'éducation nationale. Ça a changé beaucoup. Plus personne ne comprend rien. Les réformes, on ne comprend rien. Ce qu'on comprend quand on rencontre les jeunes aujourd'hui,
c'est que dans les programmes, il y a des trous dans la raquette. La façon dont est enseignée l'histoire, par exemple, pour moi est un secret absolu, une question récurrente. Donc les services de l'État sont maintenant très gênés. Ils donnent des réponses, parce qu'ils sont obligés de le faire. Mais ça devient très compliqué, y compris pour eux. Et bien entendu, ils sont dans un devoir de réserve. Ils n'ont pas d'avis à émettre par rapport à l'État, quel qu'il soit, encore une fois. Mais je peux vous garantir qu'au quotidien, ils sont très gênés d'apporter des réponses. Ils essaient de faire au mieux. Comment on fait, Jean-Raymond? Parce que là, c'est la réponse du politique, ça. Oui. Comment on fait pour bouger tout ça? Oui, mais encore une fois, le politique, je ne descends pas de Saturne, comme je l'ai dit tout à l'heure. Absolument. J'ai été 17 ans maire de ma Maire de commune, commune. je suis toujours au conseil municipal. C'est pour ça que je pose la question, Voilà. pour avoir du concret un peu. Et bien, comment on le fait? Oui. Même si c'est on a certainement plusieurs visions différentes de cette expression-là, c'est du bon sens. Très bien. Du bon sens. Oui. Voilà. C'est-à-dire que les préfets, avec leurs services, doivent s'entendre avec les maires, Voilà. à fixer selon des objectifs nationaux partagés, mais de se dire, pour l'Essonne, par exemple, on va le décliner de cette façon-là. Merci Jean-Raymond. J'ai creusé un peu pour avoir ma réponse. Ah, mais voilà. Mais c'est important. Pourquoi? Parce que ceux qui nous regardent, il faut qu'on leur donne quand même à comprendre de quoi on parle. Parce que le préfet a un rôle très important dans la mise en œuvre des lois et des décrets de l'État. Mais ce couple préfet-maire est un couple indispensable. Absolument. Et ça fonctionne. Bien sûr. Bien sûr. Merci Jean-Raymond. Nous avons ainsi abordé le deuxième sujet qui nous a beaucoup passionnés, vous voyez. Par contre, celui que nous allons aborder maintenant n'a rien à voir avec le local, quoique. L'audiovisuel français. Oui, c'est un mastodonte déjà dont il faut estimer le poids. Oui. Le poids, c'est, pour donner des ordres d'idées, c'est 4 milliards d'euros. 4 milliards d'euros et ça représente on va dire entre 15 000 et 20 000 personnes. C'est pas rien. Voilà. Et aujourd'hui, c'est devenu une espèce d'addition de plusieurs structures qui aujourd'hui ne peuvent plus, dans les conditions actuelles, ou se développer, ou prendre rapidement les virages qui sont imposés par la société et par les modes de fonctionnement de la société, voilà, notamment sur le numérique. Notamment sur le numérique. Je prends un exemple. En France, on a la sacrée chronologie des médias. Oui. Par exemple, Netflix est arrivé, chronologie des médias, mon œil. Et aujourd'hui, nous, on est accrochés à cette chronologie des médias qui fait que tant qu'on n'a pas sorti du cinéma, on ne peut pas produire pour aller directement sur une télé, ainsi de suite. Tout ça a été pris en compte dans la réforme. C'est quoi cette réforme qui est faite? Parler tout de suite comme ça, juste un tout petit peu d'histoire. Une des difficultés de notre pays, qui devrait être au contraire une chance et un atout, c'est que nous avons une histoire ancienne. Et je suis frappé, tout à l'heure je parlais de l'enseignement historique de l'histoire, mais je suis frappé de voir combien on refuse, ou on est amnésique, y compris les nouvelles générations, et on les rend amnésiques, c'est ce que je conteste, sur ce qui s'est passé avant. On a une vieille histoire de l'audiovisuel public, notamment on est passé par l'ORTF. Voilà. Et puis il y a eu des réformes successives qui sont arrivées à la réforme de 86, qui est la dernière réforme. Alors cette réforme a été, on a apporté des réformes à la loi de 86, parfois aussi des rustines à tout ça, et on n'a pas, je parlais d'inertie tout à l'heure, comme cette machine est ancienne, bien huilée, mais qu'elle s'est développée, et qu'on ne l'a pas canalisée, eh bien aujourd'hui, elle n'a pas l'agilité pour répondre aux défis de demain. Et quand Netflix, tu as employé l'expression, mais quand Netflix est arrivé, voilà, ça a déjà perturbé. Donc il faut voir que nous sommes dans un monde
qui a véritablement évolué aujourd'hui. Déjà, il y a 3 types de médias. Il y a le média public, qui est financé, je l'ai dit, à hauteur de 4 milliards d'euros par les contributions des Français. C'est notre audiovisuel. Il y a l'audiovisuel gratuit, qui lui se finance avec la publicité et doit, bien évidemment, ainsi que l'audiovisuel public, mais on s'aperçoit que c'est le privé auquel on met des bâtons dans les roues et auquel on organise un parcours du combattant pour vivre, qui doit répondre aux obligations de la loi de 86. Et puis il y a un troisième type de médias, sans faire de publicité on va l'appeler, c'est Canal+, c'est une fierté. L'offre payante. Même si Canal+, aujourd'hui c'est plus une chaîne mondiale qu'une chaîne française, mais on va s'en féliciter quand même, c'est une chaîne payante. Donc voilà 3 dispositifs qui doivent répondre, et rien que ça, ces différences de statut, amènent à avoir, dans la loi de 86, de poser des rustines, et ceci, et cela, voilà, et de la rendre difficile. Donc, quand on a ces 3 univers-là qui utilisent, voilà, qui sont dans le même champ professionnel, mais qui répondent à des spécificités bien différentes. L'audiovisuel public, lui, avance avec, encore une fois, en demandant jusqu'ici, a toujours demandé de l'argent pour se développer, pour faire des choses, mais aujourd'hui il est contesté, puisqu'il certains, c'est mon cas, pensent que pour une chaîne publique, ils ont, que ce soit la télévision ou la radio, une orientation politique qui transparaît par trop. Ça, c'est mon avis, on est plusieurs à le partager, mais des gens seront d'avis différents, et c'est normal. Mais en tout cas, l'impartialité du service public est interrogée bien souvent. Et là, ça commence à poser question, parce que plus on se développe, il y a un moment où financièrement, tout le monde l'a bien compris dans notre pays, on ne peut pas aller plus loin. Là, on parle vous vous rendez bien compte quand même qu'on a financé pas mal de choses en faisant diminuer notre budget de la défense, par exemple. On n'a pas expliqué aux Français, sauf à dire, bah oui, on est dans une situation où tout va bien. Vous voyez, c'est comme les gens qui conduisent sans permis ou qui conduisent sans assurance. On peut choisir de conduire sans assurance. Oui. L'audiovisuel, c'est quand même 3 blocs. Il y a la production, oui. Il y a la distribution, oui. Il y a la collecte des droits, ou la gestion des droits. En termes de production, qu'est-ce que cette loi a pu apporter? La loi. Ou la réforme va apporter, parce qu'elle n'est pas encore finie, la réforme. Ah ben non, non seulement elle n'est pas finie, mais elle n'a pas vraiment commencé, puisqu'elle n'est toujours pas inscrite. Elle n'est toujours pas inscrite au bureau de l'Assemblée nationale. Nous l'attendons. Normalement, on nous disait le 7 avril, la semaine du 7 avril. Et puis, il semblerait que. Pour quelle raison? Parce qu'il faut une majorité politique pour la porter. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a une majorité politique pour la porter? Moi, je le souhaite. Est-ce qu'il y en a une? Ça, c'est une autre affaire dans le marasme politique. Sur la production, alors, est-ce qu'il y a des éléments nouveaux? Parce que produire, quand on produit, on marque l'histoire, on marque son contenu, on marque le contenu de son territoire, on donne à comprendre le pays dans lequel on vit. Oui. Donc il faut quand même une certaine liberté de production pour qu'on retrouve la culture française dans son produit. Le sujet, si je peux me permettre, sur la production, ne s'envisage pas sous cet angle-là. Parce que là, la loi de 86 impose voilà, de passer par des productions. Ce qui est difficile, c'est de voir des producteurs qui s'enrichissent par rapport à l'audiovisuel public, avec de l'argent public. Et quand on voit que le privé, lui, on lui mettrait des bâtons dans les roues pour le faire. Donc, c'est ça qui est... Donc, il ne s'agit pas de... On a la chance d'avoir en France développé des producteurs mondiaux. Et ça, c'est une chance. Moi, la réussite industrielle, je suis évidemment, étant assez d'essence libérale, je suis assez favorable à ça. Donc, moi, j'en suis très heureux. Mais il y a un moment où, si on laisse les choses se développer par trop, on peut arriver à des déséquilibres. Aujourd'hui, au niveau de la production, il y a certains déséquilibres. Je le dis de façon diplomatique. Oui, j'ai bien compris. Et sur la distribution, on a la TNT, on avait du satellite avec le groupe Eutelsat, on a pour couvrir les zones blanches. Aujourd'hui, on en est où? Et qu'est-ce que la loi a apporté de nouveau? Parce qu'aujourd'hui, la grande avancée, c'est quand même les réseaux. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est une... comment dire?
un mouvement qui est opéré et qui ne va pas aller à reculons. À Nous, ce à quoi on veille, c'est qu'on puisse, encore une fois, qu'il n'y ait pas de zone blanche et que chacun puisse, au fin fond de départements, on l'a vu tout à l'heure, la différenciation entre les départements, que chacun ait la chance de pouvoir recevoir quand même la télévision chez lui. Donc ceux qui disent que la télévision linéaire, pour l'appeler par son nom, va stopper demain, je n'y crois pas 2 secondes. Il faudra un certain temps. Et ici au Sénat, on veillera à ce que justement les gens puissent recevoir, pour ceux qui sont dans des contrées les plus reculées ou techniquement les plus difficiles d'accès, on puisse leur permettre d'avoir accès quand même. Qui passe par une infrastructure déjà le maintien d'infrastructures qui existent et le développement parallèlement de tout ce qui est digital pour leur permettre d'avoir accès aussi. D'accord, très bien. Et ça, la loi l'a prévu, ça? Ah ben ça... Ou au moins, quand elle essaie de garantir... Ça, c'est plus une garantie. Ce qu'on vise dans la réforme de l'audiovisuel, c'est avant tout, encore une fois pour faire court et de façon schématique, c'est de rassembler toutes les entités de l'audiovisuel public. France Télévisions, Radio France, France Média Monde, l'INA, voilà. Pour ne citer que les plus gros. Bien sûr, pour ne citer que les plus gros. Et TVC. Il fut un temps, il y avait des médias locaux. Chaque ville avait sa chaîne de télé. Moi, j'ai connu cette période-là. Aujourd'hui, il n'y a plus personne en parle. Alors, c'est pas ça. Il existe des chaînes et des radios associatives. Ça existe encore en France, de façon très nombreuse. D'ailleurs, le budget, le premier projet de budget diminuait considérablement, divisait par 2 les moyens accordés à ces radios associatives. Voilà. Donc nous avons rétabli les choses parce qu'il n'y avait pas de raison. En revanche, ce qu'il faut dire, c'est que ces médias ont un coût. Or, le coût se finance comment aujourd'hui? Le coût se finance par la pub ou des dotations. Voilà. Mais encore une fois, pour faire vivre ces expériences qui sont très intéressantes, parce que localement, ça peut animer le tissu local, mais elles trouvent toujours quand même leurs limites dans la faisabilité financière de ce que ça représente. Voilà. Si je résume en quelques mots, je dirais que, la diversité culturelle qu'on avait vue dans la loi de 89 est toujours là. 86, la loi de 86 est toujours là. La création française est toujours protégée. En partie par le financement. Voilà. Par contre, il est important qu'on puisse regrouper les moyens pour être en capacité de combattre, pas le mot n'est pas bien choisi, de diffuser à égal avec les grands médias internationaux nos contenus. C'est ça? C'est exactement ça. Pour être plus puissant, voilà, il ne s'agit pas forcément de combattre, mais donner une alternative puissante, il faut que l'audiovisuel soit regroupé. On comprend largement que ce qu'on appelle les services supports, par exemple, plutôt que de les multiplier par 5 dans chaque entité, qu'ils soient regroupés, on comprend. Et puis, il y a un moment, il y a une unité stratégique, car chacun y va de son développement numérique, et on perd à l'évidence son efficacité. Hein. C'est pas plus gros, plus beau, c'est pas ça l'histoire. C'est qu'il y a un moment, il faut être efficace, et dans une thématique où à la fois la technique et la variation sur le numérique, la bascule a été opérée. Hein. Je profite 2 secondes pour expliquer. Quand la fusion TF1-M6. Parce que TF1, mais elle a échoué. Elle a échoué. Parce qu'il n'y avait pas la volonté politique de le faire, et parce qu'on a trouvé des arguments pour la faire échouer. Et notamment en disant que si M6 et TF1 étaient regroupés, 75% de la publicité irait à ce nouveau groupe, appelons-le Tartampion, voilà, et que c'était absolument, ce n'était pas possible. Donc ça, c'est bien gentil de dire ça, mais on considère que la publicité qui était sur la télévision linéaire, alors que TF1 M6 expliquait qu'il fallait considérer dans l'enveloppe publicitaire non seulement le linéaire, mais le numérique. L'évolution numérique. On leur a dit non. On leur a dit non.
un an après, l'ARCOM faisait une étude avec un cabinet spécialisé montrant qu'on ne peut envisager maintenant la publicité qu'en mélangeant les deux mondes. Donc voilà, ça s'est passé en même pas un an de temps, où on a empêché, on a tué une initiative qui est une initiative qui va pour la souveraineté française, souveraineté industrielle. Là vraiment, ça a été la preuve par 4 que notre pays marche sur la tête, qui, avec un président de la République qui nous parle de des Start-up Nation et, voilà, et d'un archaïsme sans fin, matiné quand même aussi d'intérêt politique, parce que tout ça a été teinté quand même aussi un petit peu d'intérêt politique. Ouais. Voilà. Donc face à la puissance des géants du streaming, Oui. qui occupent, ils sont aux États-Unis, ils diffusent dans les familles ici sans plus se poser des questions. Il est temps qu'on réagisse un tout petit peu et qu'on se dote de structures capables de rivaliser. Rivaliser, c'est un bien grand mot parce qu'on n'aura jamais, on le voit bien, il y a un effet d'échelle. Aujourd'hui, il y a plusieurs sujets. Les États-Unis ont, eux, un champ d'investigation qui est beaucoup plus important que le nôtre, une puissance de feu financière qui est bien plus importante que la nôtre. Mais nous, on a beaucoup plus de souplesse, on est beaucoup plus agile, on est plus ancien, avec une histoire ancienne et une capacité dans notre pays à avoir quand même de l'intelligence à foison et voilà, de façon... Ça, on en est convaincu, en tout cas moi j'en suis convaincu. La France, malgré sa taille, doit avoir un poids mondial qu'elle est en train de perdre chaque jour un peu plus. Mais dans ce domaine-là, on ne pourra jamais lutter à armes égales avec Netflix, avec ces gens-là. Mais on a notre spécificité. Si je dois faire un rapport avec un sujet qui est majeur aujourd'hui, l'intelligence artificielle, dont on parle beaucoup, si on essaye d'embrasser tous les champs de l'intelligence artificielle en se disant « nous allons faire ce que font les États-Unis », on peut courir longtemps. On ne peut pas y arriver. En revanche, sur des thématiques bien précises, bien adressées, dont nous avons besoin dans le pays, là, il faut être armé. Merci beaucoup, Jean-Raymond Hugonnet. Merci. Nos sujets sont bien balayés. Je l'espère. Ça a été avec beaucoup de réponses. Bon, j'ai dû chercher parfois quelques réponses, oui, mais c'est le but. Hein. et vraiment, je suis très heureux d'avoir fait cet entretien. Merci, Jean-Raymond. Merci également. À bientôt. À bientôt. Itinéraire Business, l'émission qui parle le mieux de vos succès.